À la une de l'actualité internationale, le second tour de l'élection présidentielle au Niger, les Nigériens départagent le candidat du pouvoir et un ancien président. En perspective, la première transition entre deux présidents élus depuis l'indépendance du Niger, depuis 1960 donc. Quel que soit le vainqueur, il devra affronter d'importants défis sécuritaires et économiques. Vous écouterez à Niamey Khalidoussi. La Birmanie, la poursuite de la mobilisation contre le coup d'État. Ce dimanche, des manifestants sont de nouveau descendus dans la rue malgré le drame d'hier. 2 personnes tuées par balle quand les militaires ont fait feu. À la une également, l'Algérie et la libération de plusieurs dizaines de détenus dans le cadre du Irak. Le pays s'apprête à marquer demain lundi le 2e anniversaire du mouvement. Nombre d'appels à manifester circulent sur les réseaux sociaux. Nous en parlons avec notre invitée, l'avocate et militante Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 21 février et nous ouvrons cette édition par le Niger où se tient le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. 7 400 000 électeurs départagent Mohamed Bazoum, candidat du président sortant, et Mahaman Ousmane, ancien président. Quid des défis que devra affronter le vainqueur, quel qu'il soit? Comment s'est réveillé le pays en ce jour d'élection? Les bureaux ont ouvert, même si c'était avec un certain retard pour certains d'entre eux, comme nous l'expliquait tout à l'heure Khalidoussi à Niamey. Tout d'abord, l'enjeu de ce scrutin est institutionnel. Rappelons que le président Mamadou Issoufou ne s'est pas représenté au terme de ses 2 mandats et donc pour la première fois depuis son indépendance, le Niger va connaître une passation pacifique de son pouvoir entre 2 présidents élus. La question est de savoir si les candidats vont accepter les résultats des urnes. Vous avez aussi et surtout cette question sécuritaire. Le Niger est attaqué par Boko Haram dans l'est du pays et celle d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Grand Sahara dans l'ouest. Toutes ces questions ne doivent pas occulter les difficultés de développement du Niger. Le pays occupe la dernière place de l'indice de développement humain de l'ONU depuis 9 ans. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde qui, pourtant, produit du pétrole. En Birmanie, malgré le drame d'hier, malgré la mort par balle de 2 personnes quand les forces de sécurité ont tiré, des Birmans sont sortis dans la rue ce dimanche pour protester contre le coup d'État militaire. Nous n'avons pas peur, disent-ils en substance. Explication Talinoujian. Entre colère et deuil, les manifestants ne se démobilisent pas. Ils sont encore des milliers à lever leur voix contre les militaires au pouvoir au lendemain des violences les plus meurtrières depuis le coup d'État du 1er février. 2 personnes sont mortes à Mandalay, dont un mineur qui a reçu une balle dans la tête. Nous sommes des manifestants pacifistes. Cessez le génocide. Arrêtez d'utiliser des armes létales. Nous voulons que la communauté internationale entreprenne des actions plus sévères que de simples sanctions. 30 autres personnes ont été blessées. Selon des secouristes et médecins sur place, la moitié des victimes ont été visées par des tirs à balles réelles. L'escalade des tensions a provoqué de nouvelles condamnations internationales. Le recours à la force meurtrière, à l'intimidation et au harcèlement contre des manifestants pacifiques est inacceptable. Chacun a le droit de se réunir pacifiquement. Pour la 7e nuit consécutive, le pays a été privé d'Internet. Facebook a de son côté bloqué le compte de l'armée pour incitation à la violence. Ce dimanche, les funérailles de la première victime ont eu lieu. La jeune Mia, décédée suite à ses blessures par balle, qui est devenue une icône de la résistance anti-junte. Passons maintenant à l'Algérie qui marque demain lundi les 2 ans du Irak, ce soulèvement populaire ayant abouti à la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Il y a 2 jours, son successeur Abdelmajid Tebboune annonçait une grâce présidentielle pour des dizaines de militants condamnés et détenus dans le cadre de ce mouvement. Certains sont sortis de prison. La mesure a été annoncée en même temps qu'une dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées. Pour en parler, Assoul Zoubida est avec nous d'Alger. Bonjour. Merci d'être sur notre antenne. Vous êtes présidente de l'Union pour le changement, l'UCP. Vous êtes aussi avocate. Est-ce que parmi les détenus libérés, on trouve déjà certains de vos clients? Bonjour.
Oui, tout à fait. Beaucoup des détenus d'opinion, c'est comme ça qu'on les appelle, parce que ces gens-là ne devraient pas du tout être en prison, ils ne devraient même pas être poursuivis. Oui, absolument, beaucoup, des dizaines ont été libérés et on attend que le reste le soit aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quels sont leurs premiers témoignages de leur détention? Écoutez, c'est le soulagement d'abord pour ces détenus, c'est le soulagement pour leurs familles, pour la défense que nous sommes. Ça fait plus d'une année que nous disons au pouvoir que ces gens-là n'ont rien fait que exprimer leur point de vue, utiliser leurs droits qui sont consacrés par la Constitution. Donc soulagement, mais en même temps dire que voilà une instrumentalisation de la justice. Oui, parce qu'entre-temps, le président Abdelmadjid Tebboune, c'est lui qui les a graciés. Il appelle à des élections anticipées. C'est un geste d'apaisement selon lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, pour moi, franchement, il y a deux catégories de détenus. Il y a la catégorie de détenus qui effectivement ont été graciés par le président, le chef de l'État. Et ça rentre dans ses prérogatives constitutionnelles. Ça concerne les détenus qui ont été jugés définitivement. Mais il y a aussi les autres qui sont ou en cours d'instruction, ou en cours de procès, ou en détention. Et ces gens-là, bien évidemment, ont été aussi libérés, ce qui nous laisse dire que le chef de l'État, il a tardé à le faire parce que tout simplement, ces gens-là ont été poursuivis, condamnés par la justice sur une décision politique et pas judiciaire. Zoubida Assoul, où en est le Hirak aujourd'hui en Algérie? Écoutez, le Hirak n'a jamais arrêté. Je pense en tant que philosophie, en tant qu'objectif, il a toujours été là. Les Algériens et les Algériennes ont été conscients et ont pris leurs responsabilités pour suspendre temporairement les marches pacifiques par rapport à la pandémie et aux mesures sanitaires. Mais le Hirak en tant qu'idée, en tant que révolution populaire, n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, nous accueillons demain le 2e anniversaire de cette révolution. Je pense que la révolution va continuer dans son idée jusqu'à ce qu'on puisse réaliser les objectifs de cette révolution. Vous appelez à une présidentielle anticipée en Algérie, pour quelles raisons? Pour les raisons tout à fait objectives. D'abord parce que les objectifs de la révolution n'ont pas été atteints. Parce que le pouvoir a quand même tourné le dos à l'appel du peuple qui a duré quand même plus d'une année, et parce que tout simplement cette situation est intenable, surtout par rapport à la maladie du chef de l'État. Et comme tous les prérogatives, tous les pouvoirs sont consacrés entre les mains d'un seul homme, ce n'est plus possible que l'Algérie puisse vivre au rythme de la maladie d'un chef d'État. C'est pourquoi j'avais demandé en tant que chef de parti à ce que le président appelle lui-même à l'organisation des élections présidentielles anticipées. Et c'est une solution constitutionnelle. J'ai même donné les articles qui prévoient cela. Et donc l'Algérie doit continuer et ne doit pas être l'otage d'un chef d'État malade. Merci beaucoup pour vos explications, Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'Union pour le changement et le progrès en Algérie. Merci beaucoup. Barcelone maintenant, 5e nuit consécutive de violence. Elles font suite à l'incarcération du rappeur Pablo Hasél, connu pour ses positions anti-forces de sécurité et anti-monarchie. Il a été propulsé au rang d'icône de la liberté d'expression. Des soutiens bataillent, y compris dans la rue, pour obtenir sa libération. Bilal Tarabé, Axel Simon. 5e nuit consécutive de manifestations à Barcelone et de confrontations avec les forces de l'ordre en soutien au rappeur Pablo Hasél. Mais après presque une semaine de violence, certains habitants expriment leur fatigue. A nada bueno. Esto no puede ser, está todo destruido, todo quemado, huele a plástico todas las noches, helicópteros. Ya estamos un poquito hartos, la verdad. Le rappeur Pablo Hasél, connu en Espagne pour ses opinions radicales de gauche et pour ses attaques virulentes contre la monarchie et la police, est incarcéré depuis mardi. Condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme, injures et calomnie contre les institutions. Pour les manifestants catalans, Pablo Hasél est la victime de plus d'un gouvernement espagnol qu'ils accusent de répression.
és bàsicament un cúmul de coses que es donen des de fa molts anys i això només és un petit detall. Depuis 5 jours, de nombreuses personnes ont été blessées, des manifestants et des policiers. Plusieurs équipements publics ont été détruits, des véhicules et des poubelles ont été mis à feu et des boutiques saccagées. Au total, près d'une centaine de personnes ont été arrêtées depuis mardi. Des rassemblements ont également eu lieu dans d'autres grandes villes d'Espagne, à Madrid notamment, mais dans une ambiance plus pacifique. Les violences mettent en évidence les tensions politiques au sein de la coalition gouvernementale au pouvoir. Si les socialistes du Premier ministre Pedro Sánchez condamnent les violences, certains membres du parti de gauche radical Podemos affichent leur soutien aux manifestants. Le leader du mouvement, Pablo Iglesias, a affirmé que l'Espagne n'était pas, d'après ses termes, pleinement démocratique. Israël poursuit son déconfinement progressif ce dimanche et en fonction de l'endroit où il se trouve, certains établissements vont rouvrir et dans des conditions strictes. Il s'agit d'écoles primaires et secondaires, de lieux de culte, d'hôtels, de centres commerciaux. Les salles de sport, les lieux culturels sont accessibles sous réserve de présentation d'un certificat de vaccination. Il faut peut-être montrer qu'on a guéri de la Covid. Notez par ailleurs que l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv reste fermé jusqu'au 6 mars. En France, peut-être un reconfinement total ou partiel de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 y est élevé. Ce serait une première si cette disposition était actée, puisque jusqu'ici, le gouvernement s'était refusé à de telles mesures dans sa stratégie anti-Covid. Explication France 2. Ce matin, au centre hospitalier de Nice, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce un possible durcissement des restrictions. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Car dans les Alpes-Maritimes, l'épidémie inquiète. 500 malades supplémentaires à Nice chaque jour et des capacités hospitalières saturées. Dans le département en ce moment, le Covid-19 progresse plus vite qu'ailleurs. En témoigne le taux d'incidence, 751 à Nice contre 190 en moyenne en France. Comment expliquer ces chiffres ? Pour les médecins, la situation géographique du département n'y serait pas étrangère. On est dans une zone de circulation sur la Côte d'Azur qui est une zone à la fois touristique, à la fois de migrants, à la fois frontalière. Et donc ces trois éléments-là sont probablement un des éléments, d'autant que la zone frontalière italienne est également fortement touchée par l'épidémie. Des négociations sont en cours entre les autorités sanitaires et les élus pour organiser la mise en œuvre des mesures envisagées. Les États-Unis et cette histoire qui fait foi dans le dos, mais qui se termine bien. Une zone résidentielle de Denver, dans le Colorado, a vu tomber sur elle des débris venus du ciel. Ils provenaient d'un moteur d'un avion. L'appareil faisait route vers Hawaï. Il a dû faire demi-tour. Personne n'a été blessé. Talinou Dion. Moment de frayeur pour les passagers de ce Boeing 777-200. Peu après le décollage, le réacteur droit s'est soudain enflammé. 241 personnes étaient à bord. L'avion a pu retourner rapidement à l'aéroport de Denver sans faire de blessés, selon United Airlines. And all of a sudden it was just this big, you could just feel it like boom, and you could hear it and we started shaking. L'incident a provoqué une chute de débris importante dans la ville résidentielle de Broomfield. Des décombres qui ont évité de peu les habitations et les passants. This park, on a day like today when it's not as cold as it was last weekend, we could have hundreds of people here. And the fact that we are still not getting reports of any injuries is absolutely shocking at this point. It's amazing. L'Agence fédérale de l'aviation et le Bureau national de la sécurité des transports ont ouvert une enquête sur la nature de l'incident. Ils appellent la population à ne pas déplacer les débris. C'est la fin de cette édition. Merci de nous maintenir votre confiance et votre fidélité. L'information internationale continue sur nos chaînes et sur france24.com, en anglais, en arabe, en espagnol et en français. En page d'accueil, le Niger est le second tour de l'élection présidentielle. Merci de rester en notre compagnie.